Et rebonsoir tout le monde. Du coup, je suis avec Nasrine et Erina de l'association Nightline. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien et toi? Et vous Ça finalement va, la communauté? ça va, un peu stressé comme je te disais, mais ça va le faire. Euh, Pour commencer, du coup, je vous propose un petit peu de vous présenter, si ça vous va. Vas-y Irina, je te laisse te présenter. OK. Bonjour, je m'appelle Irina, je suis, encore étudiante en master en bibliothèque, loin et je suis en alternance, à Saumur et je fais partie de Nightline depuis presque 2 ans et demi et je suis ravie de pouvoir vous présenter cette asso, ce soir. Et du coup moi c'est Nasrine, j'ai 24 ans, je suis étudiante en génie biologique et santé à Polytech Angers. Je suis à Nightline depuis, octobre 2020, donc ça fait un petit moment maintenant, presque 5 ans et aujourd'hui, je suis secrétaire, de l'association de Nightline France. Heu donc grosso modo, je supervise un petit peu toute la France, donc c'est très cool et je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rapidement, même pas rapidement du tout, présenter du coup un petit peu Nightline, qu'est-ce que c'est, concrètement comment ça agit, parce que du coup on a quand même pas mal présenté ces 24 dernières heures Nightline un peu sur ma chaîne en disant bah, c'est une association qui œuvre pour la santé mentale des étudiants, mais concrètement du coup comment ça fonctionne Nightline? Nightline, c'est pas mal de choses. Je dirais que le principal cœur de Nightline, c'est une ligne d'écoute nocturne qui est faite par des étudiants et pour des étudiants, sur laquelle on peut parler de tout. Les 4 principes, de Nightline, c'est le non-jugement, la non-directivité, l'anonymat et la confidentialité. C'est des principes qui sont hyper importants pour nous et qu'on porte, je pense, en nous. Nightline, c'est aussi, plusieurs, façons de prendre soin de sa santé mentale, soit en parlant, comme par exemple la fresque de la santé mentale qui vous permet d'avoir des outils ou des idées sur comment prendre soin de sa santé mentale. C'est, aussi, le kit de vie que vous pouvez trouver sur le site de Nightline France. Et c'est aussi un annuaire avec les soutiens psy, à proximité en fonction de son adresse et de son lieu d'études. Et c'est aussi, tout un tas d'autres événements, pour, parler de santé mentale, globalement. Je te laisse me compléter, Nasrine. Bah, en fait, c'est un petit peu ça Nightline, grosso modo, c'est une association qui a pour but d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants en France à différentes échelles. Donc à l'échelle collective à travers, un petit peu ce qu'a dit Irina, en plus de ça, des campagnes, de prévention, des stands de sensibilisation, un annuaire qui répertorie tous les soutiens psychologiques et gratuits et accessibles aux jeunes et aux étudiants, mais aussi aux un peu moins jeunes, donc c'est très divers. Et à l'échelle individuelle avec, la ligne d'écoute, que, Irina, dont 1, 2, 3, dont Irina vous a parlé. Donc nous, en fait, ce qui est important, voilà, au niveau de la ligne d'écoute, en tout cas, c'est le pair à pair. Donc nous, on est des étudiants qui vont parler, qui vont écouter d'autres étudiants et ce qui est important de garder en tête, c'est que, bah, nous, à Nightline, il y a pas vraiment de petits problèmes. On peut parler de tout ce qu'on veut. Autant du film on peut autant parler du film qu'on a vu hier, parce qu'on a envie de parler à quelqu'un, on a envie d'avoir une présence, mais aussi de sujets qui nous tiennent un petit peu plus à cœur. Il y a pas de petits soucis, il y aura toujours un bénévole derrière le combiné, prêt à prendre nos appels. Après la seule condition pour, appeler à une écoute, c'est d'être étudiant. Mais en dehors de ça, on a plein d'autres actions comme, Irina, vous les a présentées. C'est très très chouette. J'ai vu que du coup là la ligne d'étudiante elle était un petit peu en stand-by bah, pendant les grandes vacances, forcément, parce que c'est, comme tu as dit, du pair-to-pair entre étudiants. Mais, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant de voir que vous aviez plein d'autres actions. J'ai vu que vous aviez une action qui s'appelait le Sentinelle. Attendez, désolé, j'ai plus le nom exactement en tête. Mais il me semble que c'était quelque chose comme ça, ouais, étudiant Sentinelle. Qui du coup formait, concrètement ça fonctionne comment? Genre si moi je suis étudiant par exemple, et que j'ai envie d'apprendre et de rejoindre le dispositif Sentinelle, comment ça fonctionne? Alors pour le dispositif Sentinelle, en fait Sentinelle, c'est une formation qui vise à, apprendre à repérer, aller vers et orienter.
Donc l'objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir repérer des personnes qui vont pas très bien, qui sont peut-être un petit peu renfermées, ou du moins qu'on sente que ces personnes sont un petit peu renfermées, d'apprendre en fait à aller vers cette personne, à communiquer et puis après, en fait, d'orienter cette personne vers la ressource la plus adéquate. Donc grosso modo, cette formation Sentinelle, ça forme à ça. Et donc, si vous avez envie de devenir sentinelle, le meilleur moyen, c'est de passer par votre formation, votre école, afin de savoir si ces dispositifs existent au sein de vos universités, vos écoles. Mais sinon, vous pouvez directement aller sur le site de nightline.fr. D'ailleurs, comme le fait de devenir pas bénévole, mais enfin, comme le fait pour devenir bénévole sur la ligne d'écoute, tout va se passer en fait sur devenir bénévole au niveau de nightline.fr. Ok, très intéressant. Donc ouais, et pour devenir bénévole du coup pour la ligne d'écoute, puisque t'en parles, ça fonctionne comment du coup? T'as envie t'en Ah parler, oui, Irina? je te laisse, Très bien. Donc pour devenir bénévole, bah, du coup, enfin, vous l'aurez un petit peu compris, pour devenir bénévole sur la ligne d'écoute, il faut être étudiant parce qu'on est sur du pair à pair. Ok. Donc pour devenir bénévole, il y a rien de plus simple. Il faut avoir un attrait, pour l'écoute, donc déjà juste avoir envie d'écouter des gens. Mhm. Hem Et puis par la suite, vous pouvez aller du coup sur le site de nightline.fr dans la rubrique «Devenir bénévole». À ce moment-là, vous aurez un petit questionnaire à remplir. On va avoir en fait nos recruteurs bénévoles, donc toujours étudiants, qui vont revenir vers vous pour, pouvoir vous proposer un entretien. Un entretien en fait qui vise, simplement à savoir si, bah, potentiellement vous êtes d'accord avec les principes. Si les principes, bah, ça vous pose pas de problème, si la non-directivité, ça vous pose pas de problème, la confidentialité, le non-jugement et l'anonymat ne vous posent pas de problème, alors dans ces cas-là, selon les disponibilités de formation et selon la ville en fait, où vous êtes, on va vous proposer une date de formation qui va durer pendant 2 week-ends consécutifs, donc c'est environ, 32 heures de formation, qui se termine par, une mise en pratique en fait qui va vous permettre de valider votre formation pour pouvoir ainsi, intégrer la ligne d'écoute. Donc en fait, cette formation, elle se veut très théorique, mais aussi très pratique. Donc en fait, c'est de la théorie, il y a de la pratique. On apprend quelque chose, on le met en pratique. Donc Mhm. ça nous habitue à rentrer dans le moule en fait de, bah, qu'est-ce qu'un appel? Comment est-ce qu'on prend des appels? On vous a toutes les petites techniques qu'on a à Nightline pour savoir écouter et comme ça Mhm. après vous êtes d'attaque pour prendre des appels. Donc vraiment, il y a rien de plus simple. Si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur nightline.fr dans la rubrique «Devenir bénévole». Ouais, parce que enfin, du coup, ça tombe bien, c'était une question que je me posais. Euh, on sait que les appels passés à des lignes d'écoute, des fois, ça peut être des sujets quand même assez difficiles, assez sensibles. Euh, Concrètement, comment vous formez des étudiants qui sont pas forcément dans des spécialités médicales ou psychologiques? Comment est-ce que je vais me permettre, ça va paraître à charge, mais c'est pas le but, mais comment est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je peux me sentir à l'aise à l'idée de me confier à quelqu'un qui n'a pas forcément de formation médicale sur des sujets graves? C'est quel genre de formation, ces 32 heures qui permettent de se dire, ok, là, c'est bon, cette personne est prête à recevoir un appel qui peut parler de sujets très sensibles et savoir comment réagir. J'en ai un peu parlé rapidement tout d'abord, mais enfin tout à l'heure, mais la première chose qui nous protège, c'est l'anonymat. Le nôtre est celui de l'appelant à plante, ce qui fait que du coup, on prend pas forcément à cœur, enfin à cœur. Ça nous atteint pas autant que si on connaissait la personne en face de nous. Donc déjà, il y a ça. Ça permet d'être protégé par rapport à ça. Ensuite, c'est, une façon de faire de l'écoute active, en fait, où on va pas parler de nous, mais on va surtout accueillir ce que la personne nous dit. Ça nous permet donc enfin, on forme les écoutants, écoutantes à écouter de cette façon-là et il y a aussi des protocoles et des procédures qui existent dans le cas des appels qui sont trop compliqués ou trop durs à porter, seuls et surtout, on précise qu'on n'est pas là pour donner des conseils ou pour faire un suivi de la personne. On est juste là pour l'écouter vider son sac et être une présence, plus qu'un suivi médical ou qu'un accompagnement, psychologique, professionnel. Ok. Ouais, c'est complètement ça, c'est que, enfin nous on va donner les clés
aux futurs bénévoles. On va leur dire: «Bon, ben, voilà, grosso modo, dans ce genre de situation, tu vas devoir, utiliser ça, tu vas devoir utiliser cette technique. Mmh. Pour te dépatouiller de cette situation, tu vas devoir suivre ce protocole-là». Donc en fait, on va leur donner des clés en main pour qu'ils puissent, en fait, s'appuyer sur ce que nous, on leur a appris et non, sur, des situations qui leur sont inconnues. À côté de ça, nos bénévoles, ils sont accompagnés. C'est-à-dire que, déjà chaque, permanence parce que, les permanences se prennent dans un local tous ensemble, ils sont jamais seuls. Ils sont pas chez eux à prendre des appels, ils sont vraiment ensemble. Donc déjà, on a OK. cette ambiance-là qui est, un peu plus conviviale. Ensuite, en dehors de ça, si on n'est jamais à l'abri qu'il y ait en fait un sujet qui trigger la personne, qui la titille. Du coup, dans ces cas-là, nous, on a une politique qui fait, que le bénévole est prioritaire sur, n'importe quoi. Mmh. L'objectif, c'est que le bénévole, en fait, soit bien, se sente à l'aise de prendre des appels. Donc l'objectif, enfin, c'est que ça se produise le moins possible, c'est-à-dire que nous, on forme nos bénévoles à des politiques, des thématiques, heu pour qu'il n'ait pas en fait, à être mal durant un appel, mais ça peut arriver et dans ce cas-là, les bénévoles, en fait, ils ont accès à, des psychologues de recours. Donc si une permanence, un appel s'est mal passé, ils peuvent, contacter un psychologue pris en charge par l'association afin de pouvoir en parler et en dehors de ça, s'ils ont eu des difficultés durant leur appel, qu'ils n'ont pas su répondre, et que voilà, qu'ils ont eu un problème et qu'ils veulent en parler, tous les mois, on a donc ce qu'on appelle les groupe d'analyse de pratique, donc où les bénévoles, ils se regroupent tous ensemble, où ils vont parler en fait des problématiques qui les ont titillés durant leurs appels, donc en toute anonymat et confidentialité, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler des sujets généraux et en fait, on va parler des points bloquants, c'est-à-dire que il y a eu une thématique sur les études. On m'a posé une question sur les partiels, je n'ai pas su répondre, au niveau de cette thématique-là. Comment est-ce que vous pourriez répondre? Et en fait, les bénévoles, ils parlent entre eux et ils se donnent un petit peu des tips, des échanges de bonnes pratiques et par la suite, en fait, ça fonctionne beaucoup bien. C'est un petit peu de l'amélioration finalement continue. Donc on est vraiment dans cette optique de protéger nos bénévoles avant de faire du chiffre d'appel quoi, grosso modo. Mmh. OK, je vois. Je trouve ça super intéressant. Du coup, vous avez vraiment un fonctionnement de dispositif. Euh, Ça veut pas vraiment dire grand-chose ce que je viens de dire, mais vous avez vraiment un fonctionnement que je trouve, enfin, quand je vous en parlais, je trouve que c'est vraiment bien rodé et il y a vraiment tout un dispositif derrière. Du coup, comme tu disais, c'est pas juste les bénévoles qui, genre dans ta chambre étudiant, prennent des appels et voilà, il y a tout un contexte autour, tout un dispositif derrière pour les protéger et tout. C'est vraiment super intéressant. Euh, et du coup, si pendant un appel ça se passe mal, est-ce que, genre, enfin, si par exemple le bénévole est trigger pendant l'appel et que ça se passe vraiment très mal, il se passe quoi concrètement? Genre, est-ce que vous raccrochez? Est-ce que c'est un autre bénévole qui prend le relais? Euh, Est-ce que vous avez des dispositifs comme ça en cas de vraiment de grosse urgence, entre guillemets? Vous parlez par exemple des fois où les appelants appelantes sont abusifs ou sont irrespectueux de la personne en face. Ouais, Dans par ces exemple. cas-là, on forme aussi, pardon? Oui, par exemple, pardon. On forme aussi nos futurs bénévoles écoutants, écoutantes à refuser ce type d'appel ou en fait à poser leurs limites clairement. Ok. Soit c'est possible pour eux d'expliquer clairement ce qui les dérange et auquel cas les warnings sont mis au bon moment, aux bons endroits. Soit c'est impossible pour eux d'expliquer, ça les met juste mal à l'aise et dans ces cas-là, c'est totalement OK aussi. Et ce que nous, on va préconiser, c'est surtout de raccrocher si la personne, enfin si le bénévole écoutant, écoutante ne se sent pas bien. Parce Ok. que pour nous, le plus important, c'est le bien-être des bénévoles de l'asso. Ça prime avant toute chose. Mhm. Donc voilà. Ok, je vois. Après, on a toujours cette solution de recours. On va proposer en fait à l'appelant de rappeler, dans le cas où l'appelant n'a pas été irrespectueux avec le bénévole. Donc Hmm. l'objectif, c'est de protéger nos bénévoles, mais aussi de répondre à l'appel et à la nécessité d'un appelant pour appeler, tout en gardant un petit peu le bien-être de nos bénévoles concrètement. Ok. Bah écoutez, moi en ce qui me concerne, pour l'aspect pour l'aspect hotline.
Je pense qu'on est bon. Du coup, je vais un petit peu changer de sujet. Je suis désolé, ça fait un peu interview et tout, mais si vous avez d'autres trucs à rajouter, n'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas à me couper. Je suis pas là pour vous interviewer, on est là pour discuter. Mais du coup, j'avais des questions concernant vos autres dispositifs. J'ai vu que vous aviez un atelier qui s'appelle la fresque de la santé mentale. J'imagine que c'est grandement inspiré par la fresque du climat. Du coup, est-ce que ça a le même fonctionnement du coup d'atelier où les gens peuvent s'inscrire par groupe pour venir se sensibiliser sur la cause? Est-ce que vous avez des spécificités qui sont différentes de la fresque du climat globalement? Vas-y. Non, attendez, pardon. Non, pardon, j'ai vu une question dans le chat qui m'a intéressé et du coup j'étais en train de la lire, je suis désolé. On a quelqu'un qui me demande, une amie avait peur d'appeler de peur de se faire reconnaître par un ou une bénévole. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une procédure pour ce genre de cas? Alors au niveau du coup de cette question-là, alors, nous, nos bénévoles, s'ils reconnaissent un appelant, ils ont l'obligation de raccrocher. Ok, Parce qu'en fait, ils sont formés à raccrocher parce qu'en soi, tout ce qui se dit sur la ligne d'écoute est censé être pour un bénévole anonyme. Et du coup, si le bénévole enfin, un bénévole anonyme de la part d'un appelant anonyme, et bah, si là, il n'est plus anonyme et que les bénévoles n'est plus anonyme, on n'est plus dans cette condition. Donc, les bénévoles sont formés à raccrocher. ok, Donc, la procédure, elle est claire. Si un bénévole reconnaît l'appelant ou si l'appelant reconnaît le bénévole et lui dit, le bénévole doit raccrocher l'appel. Après, en pratique, je vous rassure, nous, à Nightline, on a 300 bénévoles qui prennent des appels, environ. Donc, ils sont limités, bien sûr, à 3 permanences par mois, donc 3 nuits par mois. Sachant qu'on cool. a Paris-Saclay, Lille, Lyon, Toulouse, Angers, Nantes, Reims, Rouen. Rouen? On a 9 ou 10 plateaux d'écoute. Il y a à peu près 3-4 plateaux d'écoute par soir qui sont ouverts, avec 3 bénévoles aléatoires. Il est très peu probable qu'un bénévole reconnaisse la personne, mais on ne sait jamais, le cas peut se produire. Donc, on a toujours cette procédure au cas où, mais voilà, on a quand même 300 bénévoles qui prennent des appels, donc on n'est jamais à zéro parce que le zéro n'existe pas, mais on est proche du zéro. Ok, ouais, logique. 300 bénévoles, ok. Et du coup, toutes les permanences sont pas ouvertes en même temps, de ce que tu disais? Non, non, on est aussi Oui, limité non, bah oui, au logique. nombre de bénévoles. Parce que du coup, comme on est ouvert dans toute la France, on n'a pas non plus 300 bénévoles par ville. Donc, on est limité aux disponibilités des bénévoles parce que c'est les bénévoles qui choisissent quand est-ce qu'ils vont en permanence. Ok, ok, Voilà. ouais. Ouais, donc vous avez quand même tout un dispositif qui est là pour que les bénévoles le fassent. Enfin, j'imagine que vraiment ça rentre dans la logique de mettre les bénévoles dans les meilleures conditions possibles, qu'ils ne sont pas obligés de le faire un soir ou ce genre de truc. Parce que, si du côté du bénévole ça va pas pour une raison X ou Y, j'imagine que derrière ça se ressent aussi sur les personnes qui sont prises en appel dans tous les cas. Donc le but c'est que les bénévoles soient un petit peu mises dans les meilleures conditions pour ça, quoi. Complètement. Ok, très bien. Mais, je trouve ça super, je trouve ça fascinant quand vous en parlez. Oui, pardon, du coup, je voulais revenir sur la fresque du climat. Je voulais que vous me présentiez un petit peu ça, parce que je trouve ça super intéressant. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut plus parler aux gens qui sont peut-être pas étudiants dans le chat, du coup. Donc voilà, si vous vouliez Presque du commencer. climat ou du coup, ou presque de la santé mentale, faut savoir, hein. Fresque de la pardon, désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en disant presque du climat, tu as bien raison parce qu'en soi, on est un petit peu aujourd'hui, il y a beaucoup de fresques qui se développent, Mhm, et qui viennent enfin qui sont, pas calquées, mais qui reprennent un petit peu le même système que la fresque du climat. mhm. Et du coup, nous, la fresque de la santé mentale, ça va être un peu pareil. Donc, pour grosso modo, qu'est-ce que c'est la fresque de la santé mentale? C'est, un outil d'intelligence collective, un atelier d'intelligence collective qui va, permettre, aux personnes de pouvoir explorer les grandes lignes de la santé mentale, de manière générale. Donc c'est un atelier qui est destiné aux jeunes et aux moins jeunes et à un plus grand public. C'est un atelier qui dure 3 heures.
qui est constitué de 3 lots. Donc en fait, on est vraiment sur, à peu près les mêmes similitudes, que la fresque du climat, mais version santé mentale. Et là, pareil, en fait, pour, la fresque de la santé mentale, donc aujourd'hui, il n'y a pas au niveau d'un public qui est moins jeune. Donc au niveau d'un public jeune, il n'y a que Nightline qui peut la dispenser. Jeune, il me semble que c'est jusqu'à 25 ans, jeune, le terme jeune, Ouais, ok. c'est 15-25, je crois, je sais plus, un truc dans le genre. Mais on est toujours jeune à 30 ans, vous inquiétez pas. Hem, mais du coup, enfin voilà, la fresque grand public, aujourd'hui, il n'y a pas que Nightline qui la dispense. Donc on a formé les animateurs de cette fresque. Mais il est possible en fait que vous retrouviez, des personnes, qui dispensent, cette fresque et dans ce cas-là, let's go si vous avez envie de la faire, allez-y. Mais on a aussi en fait, donc ce module-là, donc pareil si vous avez envie de si vous vous intéressez à cette fresque et que vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site, au niveau de la fresque et à ce moment-là, retrouver un petit peu les ateliers qui se dispensent partout en France. Ok, super intéressant. Et du coup, ça fonctionne comment pour participer? Est-ce qu'on s'inscrit par groupe? Est-ce qu'on s'inscrit individuellement? Est-ce qu'on peut faire les deux? Euh, Concrètement, si moi je veux participer, comment ça fonctionne? Alors, bonne question. Merci. Très bonne question. Alors là, je vais pas trop m'avancer, à part si Irina, tu as la réponse? Je n'ai pas la réponse. Tu n'as pas la réponse. Ah, Non, je vais pas trop m'avancer, mais de manière générale, ce qu'on dit, c'est que toutes les informations sont sur notre site internet. Après, il me semble, que comme c'est un atelier qui demande d'être en groupe, généralement les groupes, en fait, pour éviter que ce soit, des groupes de personnes qui se connaissent pour, justement, en fait, titiller un petit peu la mémoire et avoir, en fait, des pensées qui sortent de partout. S'inscrire individuellement, ça me paraît pas déconnant. ok. Non, ça me paraît être, une bonne chose. Après, j'imagine et encore une fois, j'imagine, je ne suis pas sûre, que, bah, c'est possible de s'inscrire en groupe. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment aller regarder, sur notre site internet. Là, pour le coup, je sèche. Ok, pas de souci. J'ai regardé après du coup. Sans transition, mais parce que c'est une question qui me taraude depuis une semaine ou deux du coup. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment intéressé chez Nightline, c'est sur votre site, vous parlez du fait que vous essayez aussi d'agir pour la recherche, euh, où en gros vous utilisez, enfin vous faites des statistiques, etc. Euh, Pardon. Non, j'ai vu que du coup, vous agissiez pour la recherche, vous faisiez des statistiques et que vous aviez une vraie volonté. C'est aussi un truc qui a fait que ça me paraissait être un très bon choix d'association à représenter. C'est cette volonté de comprendre plus sur le mal-être des jeunes et des étudiants pour mieux le traiter derrière. Est-ce qu'on peut rapidement parler un petit peu de cet aspect recherche? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que vous pourriez voir à dire sur le sujet ou... Je te laisse, y aller Nesrine. Il y a pas de souci. Du coup, oui, niveau aspect recherche, donc nous, on a un pôle recherche à Nightline, bah, on fait de la recherche en santé mentale en rapport avec Nightline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, tous les appels qui, sont sur notre ligne d'écoute, nos bénévoles, ils ont pour mission à la fin de chaque appel de remplir un petit questionnaire. Ok, Donc toujours en étant très anonymes, ils ne vont pas raconter, l'intégralité de l'appel, sur ce questionnaire-là. Ils vont juste raconter, en fait, les grandes thématiques qui ont été abordées durant l'appel. Donc par ok, exemple, un appel qui parle, de l'anxiété et des études, heu le bénévole, il va mettre, c'était étudiant, ah bah oui, bah, attends, il m'a parlé de ci, il m'a parlé de ça. Non, ça c'est du coup confidentiel, c'est entre le bénévole et la plan. hmm, Donc on va voir les grandes thématiques qui ressortent et en fait, par la suite, nous, notre pôle recherche, en fait, il va pouvoir extraire ces données et pouvoir, en fait, bah, constituer un dossier de recherche sur ces données-là. Donc c'est pour ça que finalement les petits questionnaires, ils nous aident bien, pour après, pouvoir, un petit peu taper du poing sur la table en disant: «Bah, les étudiants, les jeunes, bah, ils vont pas très bien. Et à côté de ça, on a aussi diverses actions. Donc là, en ce moment, on a
Une étude, c'est le projet Promote. Promote Mhm. qui est un projet, en fait, justement autour, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, autour des sentinelles, des étudiants sentinelles, qui un Ok. petit peu vise à analyser, en fait, être sentinelle, en fait, finalement, comment est-ce que ça impacte la santé mentale des étudiants. Parce que les sentinelles, ils apportent vraiment une plus-value au niveau de la santé mentale des étudiants dans l'établissement. Donc, Ok. tout ça, en fait, c'est des projets qui sont menés de front par le pôle recherche de Nightline, qui vont, en fait, nous permettre d'avoir des données fiables, parce qu'on a Mhm. quand même des protocoles, on a des partenariats avec des universités pour ces projets de recherche, et pouvoir, en fait, aller interpeller les têtes, les élus, etc., pour pouvoir leur dire: «Eh oh, ça va pas, on a besoin d'aide niveau santé mentale». Et encore plus dans un environnement où aujourd'hui la santé mentale est la grande cause 2025. C'est que Oui. on a besoin, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut dire la santé mentale, elle existe, hein. La santé mentale, c'est pareil que la santé physique, hein. Excusez-nous de vous le rappeler, hein. Mm. Mais, du coup, voilà, donc nous, notre pôle recherche, il aide vraiment, en fait, à nous faire progresser sur euh, des sujets. Et en fait, même que Nightline, c'est que nous, aujourd'hui, notre pôle recherche, il agit en fait pour tous les étudiants de France, qu'ils soient à Mm. Nightline ou qu'ils ne soient pas à Nightline, qu'il y ait une Nightline dans leur ville ou qu'il n'y ait pas de Nightline dans leur ville. C'est que Mm. nous, l'objectif, c'est vraiment de faire progresser la santé mentale, de déstigmatiser la santé mentale, de dire aux universités: eh oh, on peut parler de santé mentale, en fait, c'est pas tabou. Donc voilà, grosso modo, à quoi sert notre recherche à Nightline. Mmh. Et puis il y a aussi une des autres axes de travail de Nightline, c'est aussi le Pôle in Europe qui cherche à centraliser ou en tout cas récupérer plein de données autour des différentes Nightlines qui existent en Europe et qui nous permettent de dresser un état de l'art de la santé mentale. Spoiler alerte, ça va mal en Europe. Ouais. Et qui permettent de constater en fait dans quel état sont les jeunes et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour la jeunesse au global. Et donc sur un peu le même principe, mais du coup à l'échelle européenne. C'est en train de se développer Ok. gentiment, mais sûrement. Oui, parce que c'est vrai que du coup, oui, Nightline, on parle beaucoup de Nightline France, de Nightline France, mais c'est vrai que Nightline du coup est présente dans plusieurs pays européens. Combien déjà? Je sais pas si vous savez. Euh, je sais qu'au total, il y a 23 Nightlines en Europe. Et Ok. la France, c'est la seule à être à fonctionner enfin, sous forme une entité avec plusieurs antennes. Les autres Ok. antennes des autres pays, c'est une ville, une Nightline. Ah oui, ok. Et il y en a dans, je dirais, 6 ou 7 pays, autres pays d'Europe. Donc en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, donc en particulier en Angleterre, en Irlande. Je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Mhm. Oui, c'est déjà vraiment beaucoup. Euh, ok. Ah oui, donc du coup, oui, du coup les autres Nightline, un Nightline c'est centralisé, enfin il y a un aspect centralisé en France avec plusieurs pôles. Et par exemple en Angleterre, il va y avoir Nightline Londres et Nightline Manchester, par exemple. Exactement. Ok, d'accord, je vois l'idée. Ok, très bien. Oh, j'avais une question. Je viens de m'en rappeler, désolé. Euh, du coup, tu parlais tout à l'heure, Nasrine, de taper du poing sur la table. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de ça? C'est-à-dire que taper sur la table de qui, concrètement? Et, très bonne question. Nous, à Nightline, on a aussi un pôle plaidoyer. Ok. Donc un plaidoyer un petit peu pour, donc pour faire remonter en fait, ce qui va mal et pour dire, que, «Eh oh, c'est là c'est critique». Pour vous donner un exemple, après le covid, ce fameux covid finalement, on s'est rendu compte qu'au niveau des universités, il y avait un psychologue pour 30 000 habitants, n'importe quoi, pour 30 000 étudiants. Donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'étudiants pour un seul psychologue. Et à ce moment-là, dans notre plaidoyer, on l'a fait remonter qu'il y avait une nécessité d'avoir plus de psychologues dans les universités.
À ce moment-là, bah, ils ont je sais pas c'est qui, hein, on a tapé du poing, je me souviens plus, mais ça devait être, le ministère de l'éducation, il me semble. Mhm. On leur en fait, généralement, c'est des tribunes, qu'on fait signer, généralement, soit on les signe, soit on les fait signer parce que c'est nous qui les montons. Hem, Qu'on a fait signer à d'autres associations pour dire, «Eh oh, il y a urgence». Ok. Hem Et à ce moment-là, monsieur, je sais plus qui, il me semble que c'est monsieur Macron, le président de la République, a décidé, avec, ses ministres, avec son ministre de l'Éducation supérieure et son ministre de la Santé, d'engager 80 psychologues, dans les universités en France, en plus. OK, Ok. c'est bien, mais bon, on est passé de un psychologue pour 30 000 étudiants à un psychologue pour 15 000 étudiants. Donc OK, ça veut dire qu'on a doublé par 2 notre nombre de psychologues en France. Ouais. Mais c'est C'est toujours. C'est bien. doublé, on a doublé en engageant 80 psychologues. Et ouais, d'un Heu, côté, ça paraît. Ça veut dire qu'on était déjà en état, bah, on a 80 psychologues en France en 2020, pour les universités. Donc doubler, c'est déjà, aberrant, de doubler un nombre juste avec 80 psychologues, mais OK. Donc on s'est dit, on est passé de 1 sur 30 000 à 1 pour 15 000 grâce à notre plaidoyer qu'on a ramené sur la table. Ok. Heu, Grosso modo, voilà qui on interpelle. Mais juste, en fait, pour vous rendre compte un petit peu, de ce que c'est la santé mentale et de ce que c'est les psychologues à l'université, les recommandations internationales, elles sont de 1 pour 1 500 étudiants. Ça veut dire qu'on a doublé notre nombre de psychologues, alors qu'on aurait dû le multiplier par 20. Waouh. Donc en fait, c'est juste ahurissant le travail qu'on a à faire. Et nous, aujourd'hui, Nightline, on est là pour ça aussi, c'est pour avoir un pouvoir politique, pour pouvoir aller Mhm. interpeller les politiques publiques, pour pouvoir leur dire, il y a urgence, là, il faut agir maintenant, parce qu'on a vraiment besoin, nous, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, on a besoin de prendre soin de notre santé mentale. Bon, ok. Ouais, effectivement. J'avoue que 86. Euh, Du coup, j'aimerais rebondir bah, un peu sur le Covid. Parce que en période de Covid et un petit peu après, ça a été un peu une vraie actualité, la santé et la santé mentale des étudiants. Je sais qu'en 2020-2021, ça a été un petit peu un topic qui revenait beaucoup dans les médias et tout. Et depuis, on en entend beaucoup moins parler parce que voilà, les actualités vont et viennent. Mais concrètement, est-ce que la situation s'est vraiment améliorée depuis 2020-2021? Ou est-ce que c'est juste que les actualités ont décidé d'arrêter d'en parler, mais la situation est toujours assez catastrophique, ou en tout cas très alarmante? J'aurais envie de dire que la situation reste assez critique et qu'on en parle juste, un peu moins ou différemment. Mais que le mal-être des jeunes et le mal-être étudiant existe toujours. Bah, la preuve, c'est qu'on a besoin de Nightline. Enfin, Oui, voilà. oui, de fait, comme beaucoup d'associations dans un monde parfait, vous n'auriez pas besoin d'exister, ou en tout cas dans une moindre mesure, forcément. Mais, ok. Est-ce que tu veux rajouter La quelque chose santé peut-être? mentale, la santé mentale, en fait, elle existait avant le Covid, elle a existé pendant Ouais. le Covid et elle existera après le Covid. Et d'après les chiffres, qui sont sortis, il me semble, il y a 2 ans, la santé mentale, elle cesse de décroître. Elle cesse, en fait, d'empirer. Elle ne cesse d'empirer. Hem Et en fait, les jeunes vont toujours aussi mal. C'est juste que, en 2020, on en parlait parce qu'en fait, il y a des enfin, on était tous, enfermés. Notre santé mentale, il y a pour beaucoup, elle a commencé en fait à vraiment, voir le jour, même intérieurement, c'est-à-dire qu'on osait en parler. Mhm. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte que ouais, la santé mentale, ça existait en fait. Et du coup, on a vraiment commencé à en parler à ce moment-là parce que les jeunes n'allaient pas bien, parce que les étudiants n'allaient pas bien, mais pas que les jeunes finalement. Et tout le monde en fait s'est potentiellement découvert une santé mentale. Et c'est pour ça qu'on a commencé à en parler pendant le Covid, hein. C'est parce que les gens allaient pas bien et ils montraient qu'ils n'allaient pas bien, ils s'en rendaient compte. Mais la santé mentale, en fait, là, on en parle peut-être un peu moins parce qu'on a dépassé cette crise du Covid. Mais la crise du Covid, elle a fait que révéler ce qu'était la santé mentale. Aujourd'hui, on peut remercier entre gros guillemets la crise du Covid parce que du coup, on a commencé à parler de santé mentale. Mais là, comme, bah, le Covid, il est un petit peu, loin dans nos mémoires, on en
parle un petit peu moins, mais elle est toujours présente, elle est toujours, en train de se dégrader, chez certains jeunes et malheureusement, c'est dommage qu'on en parle moins. Mais d'un côté, on peut se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on aurait, mis, santé mentale grande cause 2025 si tout allait mieux? Aujourd'hui, la santé mentale est grande cause 2025. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis santé mentale et pas, une autre cause? Parce C'est vrai. que, la santé mentale, bah, ça va toujours pas et il faut vraiment qu'on agisse dessus. Ok, très bien. Et du coup, alors je suis désolé hein, que vous devez bientôt y aller et du coup, je vais pas vous retenir, je vais pas vous retenir éternellement non plus. Si vous avez besoin de partir, dites-le moi et évidemment, on T'inquiète. mettra court Ça à la va. conversation. Mais non, moi j'avais une question du coup, et d'ailleurs, je pense que c'est un peu la dernière question que j'ai en tête, sauf si d'autres me viennent. Euh, donc concrètement, on peut aussi aider bah, financièrement Nightline en faisant des dons. C'est un petit peu ce qu'on fait bah, tout ce week-end en collectant des dons pour l'association. Concrètement, ces dons, ils vous aident comment, vous, l'association? Euh, quoi ils vont servir tous ces dons? Tu as envie d'en parler, Irina? J'ai beaucoup monopolisé la parole. Bah, je peux et puis je te laisse me compléter si tu vois des choses à rajouter. Bah, concrètement, ces dons vont servir à faire vivre Nightline parce que comme c'est une association à but non lucratif, on a besoin de gens qui nous financent. On a besoin de mécènes, entre autres. Ça va nous permettre de continuer nos activités, notamment d'écoute active, de continuer donc dans les villes dans lesquelles on est implanté, puis peut-être de se développer, de s'implanter dans d'autres villes, pour, justement pouvoir permettre, plus cette aide pour d'autres étudiants. Ça va nous permettre aussi de continuer tous nos projets de recherche qui sont super importants, parce que malgré tout, eh bien, s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de enfin, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'action. C'est un peu toujours le même problème. Ça peut nous permettre aussi de faire plus de prévention et surtout de peut-être développer aussi l'association sur, globalement tous ces aspects. Ok. Grosso modo, ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une permanence, pour les bénévoles, c'est, donc à la charge de Nightline, c'est, bah, les forfaits téléphoniques, mais c'est aussi, en fait, le retour sécurisé pour nos bénévoles. Donc c'est pas, en fait, simplement avoir donc c'est aussi un local qu'on loue. Hmm. C'est avoir un local qu'on loue, un forfait téléphonique et un retour en Uber en sécurité pour nos bénévoles. Du coup, c'est un certain nombre de frais. Donc on a des partenaires, mais voilà, on peut toujours faire mieux pour nos bénévoles. On peut toujours ouvrir d'autres antennes, arriver potentiellement dans votre ville, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on veut se développer en fait partout en France et finalement, les dons, ils servent à ça, à nous développer de plus en plus, à pouvoir agir à l'échelle nationale et à pouvoir potentiellement débarquer dans votre ville l'année prochaine. Ok. Et ben, très hâte d'avoir un Nightline dans ma ville, même si bon, je suis pas étudiant, donc en vrai. Bah écoutez, moi j'ai plus vraiment de questions, peut-être que les gens dans le chat. Ah, il y a quelqu'un qui demande est-ce que ça sert pour les formations pour les formations et psychologues? Euh, c'est-à-dire. Ah oui, est-ce que ça sert à financer du coup, j'imagine que la question c'est est-ce que ça sert du coup concrètement à financer bah, les formations et les psychologues pour vos bénévoles? Du coup, je pense que c'était ça la question, mais peut-être que je me trompe. Mais du coup, j'imagine que oui. Enfin, Alors concrètement, oui, parce que alors les formations, oui et non. Pourquoi oui et non? C'est parce que les formations, elles sont alors les formations à l'écoute, Madine Nightline, à l'écoute active, elles sont dispensées par des bénévoles formateurs. Donc les dons ne servent pas à financer, en soi les formations. mhm, Elles servent plutôt, enfin ou si parce qu'en soi on a les déplacements de nos formateurs qui viennent d'un peu partout en France. Mais c'est pas à ça que ça sert, c'est vraiment en fait à la bonne tenue de nos antennes, c'est-à-dire bah, potentiellement une part du loyer, un retour en Uber par nos bénévoles, donc comme j'ai pu le dire, mais aussi aux actions qui vont se dérouler sur nos stands, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, si vous voyez un stand de Nightline, vous pourrez dire, ah bah là, il y a une partie... des dons que j'ai donnés qui allaient dans ce stand-là. Grosso modo, c'est à ça que ça va servir, notamment à imprimer nos petites
carte, comme ça vous avez tout le temps notre numéro dans la poche. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a aussi une partie qui sert pour les psychologues, notamment sur les groupes d'analyse de pratique qui sont le plus courants, où les psychologues, c'est des psychologues professionnels. Nous, on est bénévoles et on n'est pas des professionnels. Moi, la première, je ne suis pas en formation psychologique, je suis en formation de biologie. Bien sûr que je ne vais pas commencer à jouer ma psychologue bénévole. Hmm. Mais du coup, en fait, ouais, ces dons, ils servent vraiment au fonctionnement de notre entité, au fonctionnement, aux bonnes pratiques en fait qu'on va mettre en place pour pouvoir mener à bien notre mission. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou si des gens dans le chat ont d'autres questions? Moi, en tout cas, je trouve que tout est très très clair et j'espère que si des gens avaient des questions dans le chat, en tout cas maintenant ils y voient un petit peu plus clair. Si vous, de votre côté, vous avez des choses à rajouter, bon, n'hésitez pas. Sinon, je pense que je vais pas vous retenir plus longtemps. Euh, non, vous Nightline, avez... c'est cool. Voilà. Nightline, c'est cool. Si vous voulez une bonne ambiance, vous pouvez venir nous voir. On est cool, on mord pas, on est gentil. Si même vous avez juste envie d'informations, si vous n'avez pas eu toutes les informations que vous désiriez ici et que vous avez envie de plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur Nightline France, Nightline Talks sur Instagram. Vous pouvez aussi, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la santé mentale, tous les jours, on publie quelque chose sur Nightline Talks en rapport avec la santé mentale. Donc, si vous avez envie de nous suivre, let's go, c'est parti, on est d'accord. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, quoi. Grosso modo, nous contacter, nous suivre sur TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, quoi. Et- Alors, il y a quelqu'un qui demande, j'en profite du coup, est-ce que vous avez des facts que les gens croient mais qui sont faux? Ou l'inverse? Je sais pas ce que la question veut dire, enfin, peut-être que ça vous inspire un truc de votre côté, genre peut-être des idées reçues qu'on aurait à propos de la santé mentale, et qui dans les faits ne seraient que des idées reçues du coup. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Moi, il y a un truc auquel je pense, c'est Mhm. généralement quand on parle santé mentale, alors je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, moi en tout cas ça m'a fait ça pendant très longtemps. C'est quand on me parlait santé mentale, en fait, j'attribuais toujours la santé mentale à quelque chose de négatif. Hmm. Dans le sens où on parlait santé mentale, pour moi c'était péjoratif. Quand j'étais petite, hein, maintenant je pense plus du tout ça. Quand j'étais petite, j'étais folle. Si on me parlait santé mentale, c'est que c'était pour les fous, quoi, la santé mentale. Hmm. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce qu'en commençant mon stage tout récemment, quand j'ai parlé de mon association qui travaille sur la santé mentale, on m'a dit ouais, c'est pour les malades mentaux. Moi, j'ai regardé la personne comme ça, j'étais en mode non, absolument pas. Et donc, la santé mentale, en fait, qu'est-ce que c'est? La santé mentale, c'est tout comme la santé physique. C'est que la santé physique, quand on va parler de santé physique, c'est ni bien ni mal. C'est quelque chose, en fait, du moins, qui peut représenter les deux parties. C'est quelque Hmm. chose qui peut être vu comme positif, avoir une bonne santé physique, comme négatif, avoir une mauvaise santé physique. Et du coup, en fait, pourquoi la santé mentale, ce serait pas pareil? C'est-à-dire aujourd'hui, je peux avoir une bonne santé mentale comme une mauvaise santé mentale. Le terme santé mentale, il est un petit peu neutre. C'est comme un continuum, c'est-à-dire que il y a des moments où je peux être haut, des moments où je peux être bas. Hmm. En fait, c'est pareil. La santé mentale, c'est juste un terme neutre qui veut faire en fait parler santé sur un aspect spécifique, un aspect précis. Voilà. Ok, très bien. C'est vrai que effectivement, c'est très bien ce que tu dis, hein, cette idée que quand on parle de santé physique, on arrive très bien à voir que quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin de lui, etc., il prend soin de sa santé physique, mais que par contre, quand on parle de santé mentale, on imagine tout de suite les problèmes, entre guillemets, qui y sont liés, et pas forcément l'aspect plus positif. Euh, Ouais. ok. T'en as un, Écoute. Irina? J'ai pas d'exemple, parlant, pas aussi beau que le tien en tout cas. Moi je sais juste que Il y a pas de beaux exemples, de mauvais exemples, ah hein. ouais, moi je sais juste que quand je parle de cet asso, on me dit: «Ah mais c'est comme, dans Le Père Noël est une ordure». Faut savoir que j'ai jamais vu ce film, donc je suis incapable de dire oui ou non. Mais en tout cas, on me dit toujours ça. Voilà. Je sais pas si c'est le fact, intéressant, mais en tout cas, c'est un fact auquel je suis confrontée assez régulièrement, donc voilà. Eh ben, j'ai jamais vu le film non plus, mais peut-être que des gens dans le chat comprendront pourquoi. Euh, ok, très bien. Eh ben, écoutez,
si on est bon et qu'on a fait le tour du sujet, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, de vous être Bah, rendu merci à disponible. toi Merci infiniment. et merci au public de nous avoir écoutés. Et, euh, et puis voilà, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin peut-être? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a pas de petits problèmes. C'est vrai. Il y a pas de petits problèmes, c'est vrai et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quelque chose que j'ai sorti il y a pas si longtemps, Mhm. c'est que c'est OK d'aller mal, c'est OK, d'en parler, mais c'est aussi OK de prendre son temps. C'est-à-dire qu'il faut pas trop se précipiter, si vous savez que vous avez besoin de parler, mais que, bah, c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Il faut pas se forcer à aller parler. Le moment, ce sera le moment où vous enfin, le moment venu, si vous allez pas bien, si vous avez envie de parler, bah, il arrivera. Peut-être, Mm. dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an. Mais il faut pas se forcer, en fait, à vouloir, essayer d'aller mieux, quoi. Il faut Ouais. vraiment prendre son temps. C'est un parcours de soins qui est long et malheureusement peut-être un peu trop long par moment. Mm. Mais c'est Ouais. important de prendre son temps et d'y aller à son rythme. Ouais, carrément. C'est un truc dont je parlais un petit peu hier, mais la santé mentale, euh, c'est un vrai parcours, c'est un vrai combat interne, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut savoir être patient avec soi-même, patient avec son entourage, quand son entourage est concerné. Et, euh, et ouais, prendre son temps, pas brûler les étapes, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Je suis vraiment bien d'accord avec ça. Et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Je pense que je vais vous laisser. Euh, Passez une bonne soirée. Et puis, ah, on m'a demandé un point Ben, cagnotte. On est à 4 585 euros. Ouh. Bravo à vous, parce que c'est vous qui donnez du coup, hein, donc, moi j'ai fait le saltimbanque sachez, sur internet. sachez qu'il n'y a pas que Mireille qui vous dit merci. Derrière, il y a aussi 400 bénévoles qui vous remercient. Il y a aussi potentiellement beaucoup, beaucoup plus d'étudiants qui vont se faire écouter par nos bénévoles qui vous remercient mais qui ne savent pas. Donc vous êtes un petit peu comme nous, les bénévoles qui écoutons la nuit dans l'ombre. Bon, plus moi parce que j'écoute plus, parce que je suis plus anonyme. Mais comme nous, bénévoles qui agissons dans l'ombre, bah, vous aussi, vous êtes les petites personnes qui agissent dans l'ombre. Et du coup, bah, il y a tout le monde qui vous remercie. Et bah, voilà. Merci beaucoup le chat. Du coup, on va partir en pause. Puis, et puis voilà. Salut!